C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. La pluriparentalité, un autre terme très difficile pour le gouvernement du Québec. La pièce de théâtre Ange de ville présentée en grande première à Montréal. L'artiste queer Samuel parle de son nouvel album et Brian Saint-Louis sera là avec sa chronique Elle comme dans Lire. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui n'a pas peur des mots, ni des homos. Non, on ne fera pas cette blague-là. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Bienvenue tout le monde à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission donc des actualités, des enjeux de nos communautés de LGBTQIA+. De temps en temps, je vais vous dire ce que ça veut dire. 2 pour bispirituel, LGBTQIA+. Vous savez donc lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, I peut-être pour intersexe, et puis A pour asexuel ou allié. Puis il y en a beaucoup d'autres, alors soit qu'il y a le plus à la fin. Alors, on ouvre l'émission aujourd'hui avec un sujet. C'est la 3e fois qu'on parle de la situation de nos familles LGBT. Et cette fois-ci, parce que le gouvernement a promis une révision de sa loi pour inclure plus de nos familles, mais il y a encore un mais, c'est-à-dire que le gouvernement refuse de reconnaître l'existence de la pluriparentalité. Alors, pour en discuter, je reçois Mona Greenbaum, elle est devenue une habitude de notre émission. Puis je ne lui demanderai pas si c'est elle me l'a déjà dit, puis je pense que ça n'a pas changé. Alors, on regarde le même pronom, elle et les accords féminins. Exact. Alors, Mona, d'abord, je pense qu'on va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le concept de pluriparentalité. Oui, mais en fait, quand on parle d'une famille pluriparentale, on parle d'une famille où il y a plus que 2 parents. Et puis ça, comme des parents qui ont planifié la famille ensemble. Donc, on ne parle pas ici des familles recomposées où il y a des beaux-parents. C'est plutôt comme 3 ou même 4 personnes qui ont eu un projet parental ensemble. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, dans le cas de 2 femmes qui forment une famille, elles décident d'avoir un enfant, une des femmes, donc, va porter l'enfant et ça veut dire qu'il y a peut-être un donneur, si on peut expliquer, un donneur de sperme et cette personne-là pourrait faire partie de l'arrangement familial, c'est ça? C'est ça, c'est l'exemple classique, en fait. Donc, 2 femmes lesbiennes, une couple avec leur meilleur ami gay qui décident de fonder une famille ensemble, mais il faut faire la distinction que c'est pas comme, dans la grande majorité des cas, un donneur, c'est juste un donneur. Oui, tout Donc, à fait. la personne ne veut pas s'impliquer comme papa. Mais dans certains cas, on veut, comme tout le monde veut, que les 3 parents sont dans la vie de l'enfant. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre, c'est comme la gestation pour autrui. Oui. Donc, 2 hommes gays avec une personne qui porte leur enfant, donc peut-être peut faire une famille triparentale, même si, comme dans la majorité des cas, c'est seulement les 2 parents d'intention qui vont être reconnus et puis qui veulent être les parents, mais dans certains cas, c'est possible que la 3e personne veut s'impliquer comme parent dans la famille. Et ça peut être bon pour l'enfant aussi, parce que, évidemment, un enfant qui a 2 parents de même sexe, évidemment, confronté éventuellement au reste du monde, les questions vont lui venir, mais bon, je devrais bien avoir un papa ou une maman, là, c'est dans certains cas, et va peut-être vouloir rencontrer cette personne-là. Donc, c'est un petit peu qui peut jouer, là. Oui, mais oui et non, comme dans le sens que même dans les familles biparentales, qu'on parle d'une famille avec 2 mères ou 2 pères, on cache pas les origines aux enfants. Ouais. Donc, s'il y a un donneur connu, ce donneur va être quand même connu par l'enfant. Donc, mais c'est comme rien nous dit que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'avoir 3 parents. C'est pas à cause des raisons de biologie et accès aux origines. L'accès aux origines est déjà là, mais c'est plutôt parce que c'est notre modèle familial qui existe et qui peut fonctionner très bien. Oui, donc, pourquoi pas? C'est ça, parce que là, Mona, tu introduis quand même une notion très importante, l'intérêt de l'enfant. Et ça, j'ai l'impression que quelque part, dans toutes ces discussions-là, ça semble un peu être oublié. Mais en fait, pas du tout. Mais pas pour vous, là. C'est oublié, oui, c'est ça, c'est oublié dans le projet de loi. Tout à fait. En fait,
Ce que le ministre a dit, et puis plusieurs autres aussi, c'est que, en fait, on parle uniquement des intérêts des parents et pas de l'intérêt de l'enfant. Mais nous, on constate que c'est l'inverse. C'est très important pour un enfant d'avoir tous ses parents légalement reconnus, parce que sinon, l'enfant risque à n'importe quel moment de perdre un de ses parents, donc de perdre le soutien moral, physique, financier, émotionnel, etc. Donc, pour nous, c'est complètement dans l'intérêt de l'enfant. Et ça veut dire quoi, là, concrètement? Dans une situation où il y a deux parents reconnus, puis il y a quand même une troisième personne qui a contribué donc à créer cet enfant, puis aussi qui aimerait bien aussi contribuer à l'élever. J'imagine que ça se fait ça se fait probablement sans que ça soit reconnu, mais dans tout ça, quand on parle de l'intérêt de l'enfant, on parle des lois. Qu'est-ce que ça change si la loi reconnaît cette troisième ou peut-être même quatrième personne? Il peut y avoir plus que tout ça, là. Oui, c'est ça. Mais en fait, comme pensons à l'exemple classique que tu nous as donné, Denis Martin, avec deux lesbiennes et puis leur ami gay qui fondent une famille ensemble. Donc, imaginons que quand l'enfant a 3 ans, le couple lesbien décide de déménager dans un autre pays. Oui. Donc là, il n'y a rien qui les empêche. Donc le père de l'enfant, et puis l'enfant reconnaît son père, le père est dans sa vie, le père n'aura très peu de recours pour comme garder son accès à l'enfant. Donc les parents légaux peuvent complètement couper les ponts entre comme l'enfant et son troisième ou quatrième parent. Donc c'est ça le risque. Alors, j'ai lu l'article les articles qui ont été publiés là-dessus. Je sais que vous avez donc entrepris vous allez entreprendre une démarche judiciaire ou juridique, pardon, avec le gouvernement. Mais Oui. pourquoi le gouvernement vous refuse cette reconnaissance-là? Mais il donne plusieurs raisons. Il dit par exemple que la société a accepté le modèle biparental. Moi, mon idée sur ça, c'est que en fait, comme la société ne connaît pas encore les familles pluriparentales. C'est pas connu. C'est un peu comme les familles homoparentales au début des années 2000. Donc, il y avait seulement 10% de la population qui était à l'aise avec l'idée d'une famille homoparentale. Mais là, à travers les années, fait qu'on est de plus en plus connu sur la place publique. Donc, on est rendu à 95% de la population qui sont bien à l'aise avec nos familles. Donc, c'est pas comme une vote de popularité. Donc, ça, c'était un des arguments contre que Oui. comme la société a décidé ailleurs. Donc, d'accord, ça c'est un de leurs arguments. Vous allez en cours, je dis vous, l'organisme, Oui. la coalition des familles LGBT. J'ai oublié de dire, dont tu es la directrice générale, je pense que je ne l'ai pas dit en introduction tout à l'heure. Alors je le dis. On se connaît, mais On se les connaît. autres personnes, non. Et ça, c'est un peu le défaut là, quand on se connaît trop, mais c'est pas grave. Donc, votre cause, vous allez intenter donc une poursuite contre le gouvernement et vous demandez quoi au bout du compte? Mais en fait, donc, c'est la coalition des familles LGBT, LGBT+, oui. mon organisme, Oui. et deux familles qui demandent que les familles pluriparentales soient reconnues dans le Code civil explicitement. Parce que ça existe ailleurs, même ici au Canada. Oui, c'est ça. C'est déjà, en fait, le 18 mars, on a fêté le 10e anniversaire de cette reconnaissance en Colombie-Britannique. Hmm. Donc, depuis 2013, ces familles sont reconnues en Colombie-Britannique. Puis la loi en Colombie-Britannique a inspiré aussi l'Ontario et la Saskatchewan à comme, avoir leur propre loi sur les familles pluriparentales. Donc, déjà, 3 provinces qui reconnaissent ces familles, puis tout va bien. Donc, on est en train de se dire que le Québec est à la traîne et pourtant, il n'y a pas de raison. Là. Si ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas ici? C'est ça, c'est ça. Mais les gens trouvent que c'est trop complexe et puis que ça va mener à des difficultés. Mais en fait, comme si on a vraiment l'intérêt de l'enfant au cœur de nos préoccupations, donc même si c'est complexe, il faut faire un encadrement légal pour protéger les enfants. Entre-temps, parce que là, c'est clair que quand on se retrouve devant des tribunaux, c'est jamais très rapide, on s'entend Non, là-dessus. Euh, malheureusement, alors, non. qu'est-ce que les personnes qui sont dans ces situations de pluriparentalité, même si ce n'est pas reconnu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'elles peuvent se protéger surtout l'enfant, j'imagine? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elles peuvent faire autrement? Mais ça, c'est le problème. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, ils peuvent, la meilleure chose, et ça, c'est ce qu'ils font pour le moment, c'est ils ont
beaucoup de discussions. Il essaie d'imaginer toutes les éventualités. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une chicane, si on veut déménager, si on doit faire une décision. Donc, il y a beaucoup de discussions. Puis, généralement, c'est les gens qui sont très dans les communications, très dans la flexibilité aussi, la souplesse et puis la considération des autres. C'est des gens aussi qui vont parfois désigner une personne médiatrice qui peuvent être là pour aider s'il y a un problème. Mais en général, les protections sont pas là. Et puis, aller à un notaire ou un avocat, ça vaut pas la peine. Vous allez juste perdre votre argent parce que le Code civil va pas reconnaître des contrats qui sont faits devant un notaire. Et en fait, on parle toujours que ça touche des familles de nos familles LGBTQ+, mais il y a aussi chez les personnes hétérosexuelles ce genre de situation-là. Est-ce qu'il y a des appuis de ce côté-là, de ces personnes-là de votre côté ou qui viennent de votre côté, qui viennent vous aider, là? Mais je suis certaine parce que probablement, juste en termes de nombre absolu, il y a probablement plus de familles hétéroparentales qui sont pluriparentales que les familles LGBT pluriparentales. Donc, j'imagine que les mêmes considérations, ils sont exactement dans le même bateau que les familles pluriparentales LGBT. Donc, on lutte en fait pour tout le monde. Et une petite dernière question, les causes en justice, ça coûte cher. Où avez-vous le financement? Est-ce que vous avez trouvé le financement pour faire ça? Parce que c'est pas donné, là. Oui, c'est une question très légitime. Donc, on a deux énormes cabinets d'avocats. On a McCarthy Tétrault et Norton Rose Fulbright qui fait ça pour nous pro bono. Oh my God, donc, ça, OK. c'est bien. Oui. Mais en même temps, comme il y a certains frais administratifs, frais pour les témoins experts aussi, qui sont pas couverts. Donc, nous, on doit couvrir ça. Donc, c'est sûr que dans les mois ou dans l'année à venir, on va commencer à faire des campagnes pour que les personnes qui trouvent que c'est important vont aider à couvrir nos frais. Bien, Mona Greenbaum, c'est toujours un plaisir de parler avec toi puis d'apprendre toutes ces choses-là. Et surtout, je pense que ton implication, ça fait quand même un bout de temps que tu te débats pour ces causes-là, parce que c'est plusieurs causes. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci énormément, Demi Martin, et bonne journée. Merci. Alors, c'était Mona Greenbaum, qui est directrice générale et fondatrice de la Coalition des familles LGBTQ+. En bref. À une très large majorité, le Parlement de l'Ouganda a adopté une loi renforçant la criminalisation de l'homosexualité, désormais passible de la peine de mort ou de la prison à vie. 2 voix d'opposition seulement. Sur les 389 députés du Parlement ougandais, 387 ont voté en faveur d'une criminalisation plus sévère de l'homosexualité. Si l'homosexualité était déjà illégale dans le pays, les personnes LGBTQIA+, pourraient désormais encourir des peines de prison à vie, voire la peine de mort. La peine de mort étant dans le cas d'une relation homosexuelle avec un mineur ou si l'accusé est séropositif. La loi prévoit également jusqu'à 6 mois de prison pour qui ne dénoncerait pas un homosexuel, par exemple la famille et les amis, qui s'exposent donc à la justice. Organiser un mariage de couple de même sexe peut conduire jusqu'à 10 ans d'incarcération. Source, le magazine Têtu. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ouais, ce qu'on vient d'entendre là, c'est quelque chose. Peut-être qu'on va aller en prison éventuellement pour la pièce de théâtre dont on va parler, parce que c'est une pièce de théâtre qui a une thématique queer, fait que tant qu'on la joue pas en Ouganda, on va être correct. Donc, c'est une première, une pièce de théâtre adaptée d'un roman qui s'appelle Ange de ville aussi, de c'est pour donner son vrai nom, de Daniel French, c'est son nom d'auteur. Et je reçois le metteur en scène de la pièce qui s'appelle Luc Arsenault. C'est la 2e fois que tu viens à notre émission, Luc. Oui, la 2e fois, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler encore plus théâtre. Ben oui. Mais c'est quelque chose qu'on a en commun, toi puis moi. Moi, oui, voilà. Moi, j'aurais voulu être comédien, toi, tu l'as été. Non, ça m'arrive de jouer encore, mais j'ai pas ce grand talent. Ouais. Bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. Je vais rappeler qu'on utilise le pronom « il » et les accords masculins avec toi. Ange de ville, là, c'est pas un roman qui a été très, très, très connu, mais il a été diffusé, il a été publié. Je pense que la première mouture, c'était Vidange. Oui, la Vidange ou Vidange? Vidange, oui. Oui. Ouais, disons qu'Ange de ville, c'est
c'est un petit peu plus beau. Hein? Oui, ben c'est ça. C'est qu'il y avait un jeu de mots là, qui a été rétabli. En fait, c'est qu'il a été publié, mais il a été publié en France il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne, 3 ou 4 ans. Ouais. Et ça a d'ailleurs été un succès sur Amazon, autant en France, Amazon de France que Amazon Canada. Ouais. C'était un gros succès je dis à la reprise, parce que Ouais. c'est presque ça. Ouais. Parce que c'est le 5e roman, en fait, de Daniel French. Daniel French, oui. D'ailleurs, ses 2 premiers romans avaient fait une pièce de théâtre aussi qui avait été adaptée par un autre metteur en scène. Alors, qu'est-ce que raconte Ange de Ville? OK. Ange de Ville, en fait, on se retrouve, en fait, dans un hôpital où le papa de la jeune fille, en fait, de la femme qui est le personnage autour de quoi tout tourne, Oui. qui est Mélanie, elle se retrouve, en fait, dans la chambre avec son père. Son père est en fin de vie et elle voit quelqu'un avec lui alors que personne d'autre ne le voit. Et dans l'histoire, on se rend compte que ce qu'elle voit, c'est l'accompagnateur, en fait, l'ange accompagnateur qui suit son père jusqu'à la fin. Elle ne serait pas censée le voir, mais elle le voit quand même. Alors s'ensuit un dialogue entre l'ange et Mélanie qui mutuellement vont se raconter leurs histoires de pourquoi lui, il est devenu un ange et pourquoi elle se retrouve là. Et voilà, ben c'est la prémisse de départ, en fait, de l'histoire, du roman. Oui, j'ai lu le roman, puis alors je vais quand même rassurer tout le monde, on n'a pas besoin de croire aux anges pour apprécier. Je pense que Daniel a mis ce personnage-là dans son livre, dans son roman, pour... c'est un peu... On peut l'interpréter de plusieurs façons. Oui, en fait, c'est une grande réflexion, en fait. Oui. Une grande réflexion face à la mort. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Où on s'en va? Qu'est-ce qui nous arrive? Et pourquoi on est là? Bref, tu sais, c'est toutes les grandes questions, en fait, qu'on se pose, je pense, un jour ou l'autre dans nos vies. Tôt ou tard dans nos vies, on finit par se poser ces questions-là de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, et où on s'en va, et qu'est-ce que ça donne, pourquoi on est arrivé à cette étape-là, finalement. Alors, une pièce de théâtre avec quand même, il y a une thématique queer et on parle de choses universelles. Parce que j'ai toujours horreur d'utiliser le mot universel, mais pour que les gens comprennent que c'est pas parce que des personnages ont des passés ou des histoires queer que ce qu'ils racontent, ou ce qu'ils revivent, ce qu'ils ressentent, ça n'intéressera pas tout le monde. Non, au contraire. En fait, c'est que c'est basé, en fait, sur l'expérience humaine à la base. Tout à fait. Et justement, puisque j'ai mentionné l'espèce de trame queer, qu'est-ce qui est queer dans ce livre-là ou dans cette pièce de théâtre? En fait, ce qu'on découvre, et quand même assez rapidement dans l'histoire, c'est que le personnage de Mélanie, en fait, elle est lesbienne. Dans l'histoire. Puis, bon, oui, ça a créé... En fait, elle croit que ça a créé un conflit avec son père, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais créé de conflit avec son père. C'est qu'elle a décidé que ça créait un conflit et, bon, a claqué la porte pour aller explorer la vie dans un jeune âge. Et elle est revenue pour la fin de la vie de son père, finalement. Oui. Et une autre thématique, si je me souviens bien, Daniel utilise aussi la thématique VIH. En fait, dans tous ses romans, il en parle. Est-ce qu'on le retrouve dans ce roman? Oui, parce que justement, le personnage principal est atteinte, en fait, du VIH. On ne va pas divulgacher tout, mais on va s'en tenir parce que c'est toujours un peu délicat quand on parle d'une pièce qui est à voir. On ne veut pas tout révéler. Mais ça n'enlève rien à l'histoire. En fait, on peut parler du VIH, en fait, en fonction du personnage, mais ça n'enlève rien à l'histoire pour le moment. Là, parce qu'il y a toute une surprise. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, ça... Et j'ai hâte de voir comment tu l'as adapté. Puis ça, c'est l'autre chose. Parce qu'un roman, évidemment, c'est écrit pour être lu, c'est pas écrit pour être vu. Voilà. Comment tu t'y es pris? En fait, ce qu'il a fallu faire, en fait, avec Daniel, on s'est parlé quand même beaucoup au départ. Et ce que je lui ai dit, j'ai dit, laisse-moi lire le roman comme il faut et ensuite, on va laisser mijoter. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas juste prendre un roman et décider d'en faire une pièce automatiquement. Il n'y a rien d'automatique là-dedans. Il faut aller chercher c'est quoi qu'on veut raconter, sur quoi on veut se baser pour raconter. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de centrer vraiment l'histoire sur seulement le personnage et couper certaines histoires périphériques qui peuvent servir dans un roman, oui, parce qu'on met en situation, parce qu'on explique des choses. Et en même temps, la tâche que moi, je me suis donnée, c'est d'essayer de garder pour le spectateur qu'on leur raconte une histoire. Oui, au théâtre, mais qu'on garde en tête que ça vient d'un roman. Mais en évitant, en fait, le piège de dire aux gens tout ce qui se passe, mais de voir
tout ce qui se passe Ouais. dans l'histoire. C'est un défaut qu'on voit souvent au théâtre, Oui. des livres adaptés, et finalement, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pratiquement une lecture de livre avec Une lecture de ouais, livre qui et est utilisée c'est par ce pas passé. toujours Heureux. heureux comme résultat. Alors, comment on évite ces pièges-là dans ce texte-là? Parce que moi, pour l'avoir lu, c'est quand même une discussion dans une Oui. chambre d'hôpital. D'hôpital. Oui. Alors, comment tu évites là, d'avoir juste des gens qui disent les choses et qu'on ne les voit pas? Ben, en fait, c'est qu'on va ressentir ce qui se passe. Ressentir, oui, merci. Oui, mais c'est vrai, c'est vraiment plus là-dessus qu'on va Oui. voir. Parce que souvent, dans un roman, on va expliquer que le personnage est triste à ce moment-là, ou on va expliquer que le personnage est en réflexion, ou même que le personnage se pose des questions, alors qu'au théâtre, le personnage se pose des questions. On ne Mhm. dit plus au spectateur qu'il se pose des questions. On le voit se poser des questions. Alors, c'est ce passage-là qui peut sembler simple, en fait, pour le commun des mortels, mais qui n'est pas simple de passer de l'écriture où on décrit ce qui va se passer, on va décrire les émotions, alors que pour le comédien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il les vive, ces mêmes émotions-là, et qu'il les ressente et qu'il les fasse naturellement ressentir aux gens qui l'écoutent et qui vivent l'histoire avec eux. Donc, une chambre d'hôpital a 4 murs. Au Oui. théâtre, on essaie de... Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un 4e mur qui est donc Oui. la salle. Qui est la salle. Comment tu as géré ça? Moi, le 4e mur, cette fois-là, en fait, parce que ça m'arrive au théâtre de casser, de briser ce 4e mur. Oui, j'ai vu des mises en Oui, scène oui, où voilà, le c'est ça. 4e mur, c'est oh boy, presque inexistant. il l'a envoyé dans Voilà, le plafond. j'en vois paître, pour être poli. Dans ce cas-ci, non, j'ai gardé cette espèce, je vais utiliser le mot pudeur. Ouais. J'ai cette espèce de réserve-là de oui, c'est catastrophique ce qui est arrivé, oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais en même temps, on est capable de s'en sortir, il y a autre chose qui se passe, c'est la vie, c'est ce qui existe beaucoup même encore, je vous dirais, il y a un certain propos qui est très, 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 très actuel avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend. Mais c'est ça, j'ai essayé de garder ce côté-là pour éviter, en fait, de trop brusquer, puis en même temps d'être capable d'amener le spectateur à ressentir ce qui se passe et non pas juste se le faire balancer sans qu'il y ait de retour d'énergie, ou je ne sais pas comment le mentionner autrement, mais de retour d'émotion. Là. On t'envoie une histoire, ben encaisse-le, puis moi, je vais sentir que je suis capable de t'en dire un peu plus, puis d'aller encore plus loin, et de finalement résoudre, en fait, cette histoire-là. Parce que c'est ça, au théâtre, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours de créer une espèce de résolution de toute l'histoire. Il faut qu'on se rende au bout de quelque chose et d'amener les gens à se faire même leur propre fin. Que s'est-il passé après? Pourquoi? Est-ce qu'elle est vraiment allée faire ça à la fin? Est-ce qu'elle est vraiment partie vers là? Est-ce qu'elle a... moi, j'aime bien ce côté-là. On vous a donné une histoire, on vous a amené quelque part, on vous fait réfléchir sur un sujet, mais est-ce que je suis obligé de tout vous donner cuit dans la bouche puis de faire, OK, vous avez encaissé, c'est juste ça l'histoire, alors que moi, j'aime bien que les gens fassent « Ah non, mais moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu comme ça, ce que tu as raconté. » Mais pour moi, ça, c'est excellent. Moi, plus j'ai de versions que j'entends en coulisses et plus je suis heureux de la chose parce que ça a réveillé des choses chez les gens et ça ne peut pas réveiller la même chose chez tout le monde. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que, comme je dis, j'ai vu quand même de tes mises en scène. Oui. Et particulièrement, il y en avait une récemment, puis tu avais décidé complètement de tourner la scène, littéralement. Et là, on était de l'autre côté. Fait que le 4e mur était en face de moi et non pas, je n'étais plus sur le 4e mur. Oui. Et là, je me dis, mais pourquoi il a fait ça? Puis je me rappelle, je t'avais dit mon explication et je suis pas certain que c'était ce que tu peut-être avais en tête, mais c'était une façon de le voir. Voilà. Parce que moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, en fait, de digérer ou d'encaisser ce que moi je fais comme mise en scène. Ouais. J'ai jamais eu cette espèce de... J'ai jamais eu, et au grand jamais, cette prétention-là de dire qu'il y a une version de ce que je fais. Non. C'est ma version que les gens prennent comme ils peuvent le prendre. Parce que souvent, c'est ça aussi. Si c'est trop difficile, je me suis déjà fait dire au théâtre, c'est très dur à encaisser ce que tu écris. J'ai fait oui. Mais alors, tu es capable d'en prendre jusque-là. Puis le reste, ben oui, ça va peut-être te bloquer sur certaines choses. Mais un autre spectateur va faire comme « Ah, c'est bien, je suis heureux de m'être fait amener jusque-là. » Tout à fait. Mais chacun est libre, en fait, d'encaisser jusqu'où il est capable d'encaisser.
Parlons de... Il reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle des comédiens, comédiennes. Oui. Alors, qui joue dans cette... Alors, j'ai une distribution, j'ai 8 personnes sur scène. Il ne faut pas que je me mélange. J'ai 8 personnes sur scène. Si j'en dis 9, ben j'en aurai 9, là, mais il me semble que j'en ai 8 sur scène. J'ai 3 femmes, dont Marianne Tremblay-Gosselin, qui est le rôle principal, Michel Méquin, Édith Beaupré, François-Xavier Tremblay, Martin Dumais, Guillaume Nino, Sébastien Lamy et Daniel French fait un Hitchcock de lui-même dans la production. Alors, il y a une toute petite apparition. Je dis un Hitchcock de lui-même parce que pour ceux qui connaissent les films d'Alfred Hitchcock, on voyait toujours un Simon Bouleris aussi, ou un Simon Bouleris oui, de son histoire qui est là-dedans aussi. Ouais. Alors, c'est ça. Il y a un gros travail. Si les gens connaissent un peu le théâtre, il y a un gros travail de cœur aussi là-dedans. Donc, des gens qui font des personnages multiples, qui sont toujours là, qui nourrissent l'histoire et qui sont là souvent pour faire des parallèles et faire justement, parce que je garde un côté narratif, mais un côté narratif pour expliquer on se retrouve où et quand. Tout à fait. Pas on se retrouve dans le pourquoi et comment, mais l'existence de ce qui se passait dans ces années-là ou de mettre en situation en plus. Oui, parce que le roman se situe dans plusieurs moments plusieurs époques, en fait. Et donc, tu utilises le cœur, les choreuses pour t'aider à... Voilà. C'est une bonne idée. Oui. Rappelons donc où est-ce que ça se trouve et quand? Oui, en fait, ça va se jouer à la Comédie de Montréal les 13, 14 et 15 avril prochains. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com et allez chercher Ange de Ville. Ben, c'est clairement une pièce de théâtre. Moi, j'ai déjà mes billets, donc je vais voir la première. Clairement une pièce de théâtre que j'ai hâte de voir. Oui. Et j'ai hâte de voir aussi comment tu t'y es pris, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de textes qui sont adaptés, puis souvent, c'est pas toujours très clair, mais je pense que j'ai confiance en toi là-dessus. Je pense que ça va être un programme heureux. Ben, merci beaucoup encore, Luc Arsenault, d'avoir été avec nous. Luc Arsenault, metteur en scène. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Et moi, je vais vous dire qu'on aura une émission spéciale le 10 avril, qui est le lundi de Pâques, avec Éric Chacour et Farah Alibé. Alors, une émission vraiment intéressante. J'ai déjà fait ses entrevues, en fait, une de ses entrevues, et j'étais ébloui par les réponses et par cette rencontre. Et nous, on s'en va faire une courte pause. Et au retour, Samuel, donc artiste queer, qui nous parle de son dernier album, et la chronique Elle, comme dans Lire avec Brian Saint-Louis. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Une deuxième partie toute artistique. D'abord, Samuel qui nous présente son dernier album, ou son plus récent album, je devrais dire, et la chronique Elle comme dans Lire avec Brian Saint-Louis. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des paillettes dans mon café. La rue a pu de pavé, c'est du beau sable, tout le monde nu-pied. Qu'est-ce qui s'est passé?
danser. Je pense que je peux encore réveiller. J'ai vu des foules danser sur des Wow. Hey, ça donne envie de danser dans le studio. C'est vraiment le fun, ce rythme-là. Une chanson, Des paillettes dans mon café, qui est de Samuel, qu'on reçoit justement, un artiste queer, qui vient de sortir un CD. Samuel, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Allô, merci. Le nom de la tune, c'est La Machine. La machine. Oui. Excuse-moi. Le nom de l'album, c'est Une paillette dans l'engrenage. Ah, Puis que je suis mêlé. il y a beaucoup de paillettes dans cet album-là. Il y a beaucoup de paillettes, hein? Oui. Mais c'est correct, on aime ça, les paillettes. Ça fait du bien. Samuel, je veux te présenter, donc, artiste queer, et tu utilises quels pronoms et quels accords? J'utilise le pronom yel et les accords masculins. D'accord. Alors, la réflexion que j'ai faite quand j'ai écouté ton album, tu permets qu'on se tutoie quand même? Absolument. Quand j'ai écouté ton album, je l'ai écouté ce matin avant l'émission, avant de venir en studio, parce que j'aime ça, mais tu sais, m'imbiber, c'est le cas de le dire, et j'ai trouvé beaucoup de lumière. Et quand tu es arrivé dans le studio, il y a de la lumière qui est arrivée ici. Alors, qu'est-ce que c'est qui est derrière tout ça? Je pense que la lumière que tu vois puis que tu entends dans mon truc, c'est la joie que j'ai retrouvée après m'être choisie, je pense, en faisant une transition de genre, puis aussi en me retirant de la scène pendant un moment pour me retrouver. J'ai retrouvé ma joie. Puis c'est comme ça que j'ai eu envie de revenir. Si j'étais pour refaire de la musique, il fallait que ça soit le fun. Il fallait que j'aie du fun à le jouer en spectacle. Puis c'est un peu comme devenu le fil conducteur, en fait, de tout l'album, tout le projet. C'est d'exprimer la joie qui vient avec se trouver. En l'occurrence, avoir fait une transition de genre. Je trouve que les narratifs autour des transitions sont souvent autour du drame puis de la douleur. On présente souvent les narratifs trans. Mais il y a quand même de la douleur parce que c'est pas toujours facile. Ah oui, absolument. Mais tu as décidé de ne pas mettre l'accent sur ça. C'est ça. Non, mais j'en parle quand même. Tu sais, Mm-hmm. ça fait quand même partie du parcours, la dysphorie, le rejet, machin. Mais il y a aussi beaucoup de joie qui vient d'avoir fait une transition, d'être l'autre côté du grand portail que j'appelle, de se choisir. Et ça vient avec énormément de joie aussi. Tu sais. Puis on parle beaucoup de dysphorie de genre, mais il y a aussi l'euphorie de genre. Puis je trouve que c'est plus ça qui nous marque en tant que personne trans, c'est l'euphorie de genre. L'euphorie de genre. Ah, Ouais. c'est beau comme terme. Je vais expliquer aux gens qui écoutent présentement l'entrevue. Ils ne voient pas, on est à la radio, peut-être qu'un jour on va mettre des caméras ici pour qu'on voit, mais le sourire, tu as toujours le sourire quand tu réponds aux questions. Je trouve ça fait du bien. Et en fait, je reviens sur l'album. L'album fait du bien, des paillettes. Tu sais, dans mon café, c'est comme... Moi, j'écoutais ça, je me dis, ah mon Dieu, on célèbre qui nous sommes. Et je suis pas une personne trans, je suis une personne cisgenre, mais je me reconnais dans ce que tu fais. Ah oui, mais c'est pas exclu. Tu sais, c'est mon expérience, là, la transition, mais il y a plein d'expériences humaines qui impliquent se choisir aussi, tu sais. Mm-hmm. Je pense que le modèle qui est proposé largement par la norme est très, très, très étroit. Fait que n'importe quoi qu'on choisit qui fait pas partie de cette norme-là, pour moi, c'est une source de joie et de révolution, tu sais. Je pense que c'est un acte révolutionnaire de trouver sa joie dans un monde qui veut pas de notre existence, tu sais. Oui, puis d'ailleurs, il y a des choses très, très, très tristes. Mais on va pas en parler à cette entrevue-là parce que je fais beaucoup d'entrevues sur les choses qui sont pas très, très drôles dans notre monde. Les 2 ans brefs de l'émission aujourd'hui sont tellement tristes à lire. Je préfère qu'on garde ça cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'es quand même le deuxième artiste que je reçois qui parle ouvertement de la réalité queer dans laquelle il ou elle se retrouve. Et c'est quand même tout un... Moi, je pourrais dire que c'est un pari parce que ça peut ne pas être très... Tu sais, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein? Oui, clairement. Non, mais je me le suis fait dire là, qu'être ouvertement queer et trans, ça allait nuire à ma carrière. Mais je peux pas le faire autrement. Ouais. C'est juste, je pourrais pas le faire sans être complètement moi-même. Puis je pense aussi que au-delà de juste comme affirmer et avouer ma queerness puis mon transitude, c'est aussi qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Donc, comme je fais un métier qui me rend visible, c'était comme ça allait de soi que j'allais visibiliser nos réalités qui le sont pas. Tu sais, je pense que si j'étais straight, je parlerais moins de ma réalité intime, je parlerais plus de trucs qui sont globales, tu sais, mais je pense que c'est encore très, très important d'en parler.
comme je te dis, je reviens toujours sur cette lumière, puis en fait, c'est un peu fou. C'est un peu, tu sais, je vois beaucoup de couleurs. Je sais pas, c'est drôle quand j'écoute ce genre de chansons, je vois les couleurs de notre drapeau, puis qu'il y a plus que les 6 couleurs. Il y en a plusieurs autres qui sont ajoutées avec le temps, mais je vois ces couleurs-là. Je vois donc clairement, on reconnaît la queeritude ou la queerness, comme tu dis. Par contre, la question que je me pose, est-ce que quand tu donnes des spectacles, quand tu performes, qui est ton auditoire et comment c'est reçu? C'est très varié. Ça dépend où je joue. Mais je joue généralement pour des gens qui sont pas particulièrement queer. OK. Puis en fait, j'aime ça. J'aime ça aller... en fait, j'ai toute une espèce de stratégie où je commence avec des chansons cute, où est-ce que je vais comme faire rire les gens, puis leur raconter des choses cute. Puis éventuellement, un moment donné, quand on a une relation qui est établie, là, je vais comme... J'ai un petit poème qui est comme pas le fun, là, qui parle de la réalité des attentats dans les lieux queer. Puis c'est comme ça que je fais un petit peu ma propagande. Là. Ouais. C'est d'humaniser la queerness. C'est de me présenter en tant qu'humain d'abord, en tant que personne, créer un lien avec la personne, puis après ça, mentionner que toi, t'es confortable dans ta réalité, voici ce que moi je vis, puis après ça, on passe à autre chose. C'est pas le centre du spectacle, Ouais. mais ça fait partie des messages que je passe, comme t'as beaucoup de privilèges, profites-en, parce que ce que nous, on vit, c'est pas tout le temps le fun, t'sais. En ce 27 mars 2023, est-ce que tu es une personne heureuse? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'essayer de plaire aux autres. Je pense que ça a été nécessaire. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait un burn-out. J'ai complètement arrêté là, pendant 3-4 ans. J'ai arrêté complètement la scène, d'être dans l'œil public. Je pense que j'essayais beaucoup de plaire aux autres. Donc, ça a été une révélation, une révolution. En fait, la thérapie aussi a beaucoup aidé, là, mais... Donc, tu n'avais aucune idée avant ce moment-là que tu étais une personne trans. C'est arrivé dans le burn-out ou un petit peu avant? Non, je pense que le burn-out a été nourri par cette questionnement-là que je repoussais le plus que je peux. J'ai retardé la transition le plus qu'il était possible pour moi de le faire. J'avais pas du tout envie de faire ça. T'étais pas prêt? Non, j'avais très peur du stigma. Ouais. J'avais beaucoup de transphobie internalisée. J'ai vraiment repoussé jusqu'à temps que ça soit invivable. Mais du moment que je me suis choisie puis que j'ai fait le saut, c'est là où j'ai trouvé une joie que je veux plus laisser aller. Puis aussi, même quand ça va moins bien, il y a encore cette... j'ai envie je vais chercher ma joie. Je vais suivre ma joie. Je vais faire les choses, même dans les petites choses quotidiennes, les choses qui m'apportent de la joie. À moi, pas qui va me donner la confirmation des autres. Tout à fait. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a des choses qui ont été évoquées de ta part lorsqu'il y a eu le travail de recherche sur cette entrevue. Il faut parler des réalités trans. Il faut parler de la sécurité des personnes trans dans les espaces publics. Il faut dénoncer la violence médicale. Il faut combattre l'humour, là, les grosses jokes de mon oncle, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Fait qu'il y a quand même du sérieux dans ce que tu... On fait bien des jokes sur la lumière. Puis oui, ben vas-y, explique-moi ça. Mais c'est sérieux, la joie. Tu sais, c'est pas parce que je cherche ma joie que je vois pas où est-ce qu'il y a du travail à faire, tu sais, mais je fais ce travail-là dans la joie. Je pense que le travail que je fais en ce moment, c'est un travail qui m'apporte de la joie et qui adresse des problématiques graves. Je fais énormément d'éducation populaire à travers des ateliers, des conférences, des trucs comme ça. Ça fait partie de mon mandat, mais aussi des choses qui me viennent naturellement. J'aime beaucoup expliquer les choses, tu sais. Mais c'est pas parce que je choisis d'exprimer la joie et de suivre ma propre joie que j'ai pas aussi de la colère. c'est très correct, c'est la nature humaine là, d'être remplie de plein de choses différentes. C'est juste que qu'est-ce qui c'est ça, c'est que je la vis ma colère, puis après je laisse ma joie décider qu'est-ce que je vais en faire. T'sais. Alors, rappelle-moi le titre de l'album. Une paillette dans l'engrenage. Et ça vient aussi avec un livre. Oui, c'est un livre-album. Bon. Alors, les gens qui, comme moi, téléchargent, on n'a pas le livre, si je comprends bien. Faut que tu le commandes. Il faut que ça aille sur Bandcamp. Samuel.bandcamp.com, tu peux commander le livre. Oui. Le livre vient avec un téléchargement. C'est parfait. C'est parfait. Et des spectacles, ça s'en vient? Je vais être le 15 avril au Mouton Noir. Oui. À Val-David. Puis le 6 juin...
mon Dieu, pendant le Suoni del Popolo. Ouais. C'est les seules dates que j'ai à date. Mais on va certainement devoir pendant Fierté Montréal, je peux pas croire. Probablement, c'est la gig assurée à chaque année. Samuel, c'était vraiment le fun de te recevoir. Merci pour Puis l'invitation. merci pour la lumière. Ça fait du bien dans notre journée. Ça fait du bien d'avoir cette lumière-là. Et puis, ben moi, je vous recommande d'aller télécharger cet album puis mettez de la lumière dans votre vie. Yeah. En bref, Jamais depuis 20 ans, autant de demandes de censure de livres n'ont été formulées aux États-Unis selon l'Association des bibliothèques américaines. Ces tentatives de retrait de livres des rayonnages concernent surtout les ouvrages traitant des questions liées à la communauté LGBTQ+, et aux minorités. En tout, 1269 demandes de censure visant un ou plusieurs livres ont été déposées sur le territoire américain l'an passé, contre 729 en 2021, année qui avait déjà établi un record selon un communiqué de l'association qui recense ces données depuis 2003. Les ouvrages ciblés sont au nombre de 2571 contre 1858 en 2021. La grande majorité, 86%, sont des livres de littérature jeunesse et plus de la moitié concernent des livres enseignés ou disponibles à l'école. La publication de ces données intervient alors que des États conservateurs américains s'attaquent de façon plus frontale aux livres traitant de sujets allant du racisme à l'identité de genre. Source Le Devoir. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ah, toute une entrée en matière pour notre chronique Elle comme dans lire, Brian. Brian Saint-Louis, donc à Québec. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, je rappelle à tout le monde que Brian, c'est le pronom il et les accords masculins. Ben oui, c'est toute une entrée en matière parce que vraiment, ce pays-là, au sud du nôtre, là, commence à nous inquiéter pas mal, hein, avec les censures à gauche puis à droite. Ça fait peur. Ah oui, ce qui se passe en Floride, c'est épouvantable. Puis on pouvait voir sur Internet assez facilement là, des écoles qui vidaient complètement tous les étagères de leur bibliothèque parce qu'ils avaient peur que s'il y a un livre qui se trouvait dans les rayons et qu'un parent pouvait prouver qu'il y avait une thématique qui était abordée à l'intérieur, qui pouvait perturber leur enfant, entre guillemets, ils pouvaient se ramasser avec des contraventions, des pénalités assez importantes. Donc, les écoles, en général, choisissaient de retirer tous les livres de leur rayon. Puis c'est des milliers de livres là, qui sont censurés. C'est un Excel qui grandissait à vue d'œil. C'est épouvantable. Ça se passe en Floride. Ben, ça On se est passe en dans plusieurs 2023, États je vous le américains. rappelle. Ouais. Ça se passe dans plusieurs États américains, puis même le David de Michel-Ange là, qu'on veut retirer parce que c'est pornographique, en fait. En tout cas, là, on va laisser faire, là. Mais cela dit, non, c'est inquiétant. Puis je disais à l'équipe aujourd'hui que j'ai j'avais pas regardé la Serveuse écarlate basée sur le roman de Margaret Atwood. Et hier, j'ai arrêté parce que ça me troublait. Je me dis, mais mon Dieu, on s'en va vers ça. Mais cela dit, on va arrêter le commentaire. On va parler de livres et on va parler de choses plus lumineuses. Je l'ai dit depuis le début de l'émission, on a besoin de lumière aujourd'hui. Alors, Oui. Parlons de ce premier La titre. blague sur la Servante écarlate, c'est qu'elle avait déplacé les livres du rayon science-fiction pour l'envoyer dans Biographie. Oh! Aïe, 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 Enfin, aïe, aïe. ouais, Ouais. donc à lire. Puis Margaret Atwood qui sera au Salon du Livre de Québec dans quelques semaines à Québec, vous viendrez la voir pour donner aussi des conférences, donc on pourra parler avec elle. Voilà. Je pense que je vais peut-être faire un petit... de toute façon, moi, j'ai ma famille à Québec, fait que j'ai toujours mon pied à terre là-bas. L'invention d'un visage de Mathieu Lacoche chez les Méacs, c'est le premier titre dont tu veux me parler. Oui, c'est un autre livre que les conservateurs américains n'aimeraient pas. Ah bon? C'est le premier roman de Mathieu Laca, qui est peintre dans la vraie vie. Peut-être que ceux qui courent les galeries d'art le connaissent pour ses talents de peintre. Moi, je ne le connaissais pas, mais on trouve facilement de ses œuvres sur Internet, là, ceux qui veulent aller voir des images. Beaucoup de portraits. Moi, en art, habituellement, je ne suis pas un grand fan de portraits, mais ici, là, c'était quand même intéressant ce qu'il fait. Vous irez voir des images. Ça rappelle un peu Francis Bacon, pour ceux qui le connaissent, si je généralise un petit peu, là. Il part du réel, il y a une touche un peu de surréalisme. D'ailleurs, Denis Martin, toi, tu peux voir sur notre caméra, c'est d'ailleurs lui qui a fait la jaquette de son livre, une peinture. Puis c'est justement un visage un peu torturé, là, avec beaucoup de côté sombre, ce qu'il propose, mais visuellement, c'est intéressant. Et comme écrivain, je dirais que son travail d'artiste semble avoir teinté un peu son écriture, parce que dans son roman, justement, il y a une part de réel, on va y ajouter cette petite
du petit côté surréaliste, fantastique. Ça donne quelque chose de très intéressant, mais c'est aussi un peu difficile à résumer, là, donc restez avec moi, je m'excuse d'avance, ça va être Non, il n'y a peut-être pas de problème. compliqué à résumer. On t'écoute, on est pendu à tes... Est-ce qu'on peut dire à tes lèvres? Oui, voilà, allons-y. Ben voilà, on va suivre l'histoire d'Antoine Aymar. C'est une histoire, un étudiant en art, pardon. Il vient d'avoir un accident au début du livre. Ça a déconnecté quelque chose dans son cerveau. Même s'il voit les visages, il voit les yeux, le nez, la bouche, il n'est plus capable de reconnaître les personnes. Ça, c'est une maladie qui s'appelle la prosopagnosie. Et pour un peintre, bon, sans doute, c'est pas super commode d'avoir cette maladie-là. Donc, lui, il va partir un peu dans une démarche, là. Il va essayer de se réparer lui-même, de soigner. Il va avoir une démarche un peu artistique. Il va essayer de faire beaucoup de portraits. Puis ça va l'amener aussi dans une quête plus intérieure, là, à tenter de se reconnecter avec les gens. Antoine est gay, ça va passer par beaucoup de rencontres. Il va donner l'impression d'avoir des connexions avec les gens à ce moment-là. Il y a quelques petits passages olé-olé dans le livre, jusqu'à ce qu'une cassure arrive et que là, Antoine va commencer à se questionner sur ce que c'est vraiment une connexion avec une personne à ce moment-là. Parallèlement, on va suivre une autre histoire. Dans les murs de son atelier, Antoine, il va découvrir une mystérieuse peinture cachée derrière un mur. C'est l'autoportrait d'Émile Aubin. C'est un tableau qui date des années 20. C'est un artiste qui, visiblement, semble en avance sur son temps, mais il ne le connaît pas. Et Antoine est curieux, va essayer d'en savoir un peu plus sur ce mystérieux artiste. Nous, comme lecteurs, on a un avantage. L'histoire d'Émile est intercalée avec le récit principal. Donc, on apprend à le connaître, Émile, ce jeune artiste qui est avant-gardiste, audacieux, qui gravite autour d'une société secrète, là, une espèce d'atelier qui est fréquenté par une faune artistique libérée. Là. C'est comme si le refus global avait eu lieu 25 ans plus tôt au Québec. Et Émile aussi, il vit une histoire d'amour avec un ami, qui est un peu plus qu'un ami, Albert. Et cette histoire-là, bien évidemment, c'est les années 20. Donc, c'est un amour là, qui est mis un peu à rude épreuve par la guerre, par la famille, par les mœurs de l'époque. C'est un amour là, qui est un peu irrésolu, qui ne fonctionnera pas. Et là, Antoine, notre artiste gay des temps modernes dont je vous parlais au début, lui va se retrouver un peu mêlé à cette histoire par l'entremise de cet autoportrait qu'il va trouver dans son atelier. Je vous parlais au début de la chronique des peintures d'Antoine, de Mathieu Lacas, lui-même, l'écrivain, qui mêle un peu de réel avec le surréalisme. Dans son écriture, c'est ici que ça embarque, là. Il y a un peu de surréel dans cette histoire-là. Le fantastique va embarquer. C'est particulier comme proposition. Il y a des ondes, des voyages dans le temps. Ça surprend un peu à la lecture, mais si on embarque puis qu'on ne se pose pas de questions, ça sert au récit, on embarque et on suit cette histoire-là. Donc, les deux histoires principales, on les suit, on chemine. On se rend compte que c'est deux histoires qui se répondent, même si les époques sont différentes, il y a un peu des jeux de miroir entre les deux. Grandir et évoluer comme personne gay, qu'on soit en 1920 ou maintenant, c'est pas toujours facile. Il y a des couches de peinture dans nos personnalités. Et là, les personnages vont chercher à réconcilier un peu tous les éléments de leur histoire. Comme je vous disais, c'est un peu dur à résumer. C'est une œuvre artistique un peu, justement des fois, c'est beaucoup par le senti que ça se passe, mais c'est très intéressant. On sent le peintre derrière la plume. C'est singulier comme proposition. Les personnages sont intéressants. Il y a une belle évolution. C'est rare aussi qu'on parle d'homosexualité au Québec dans les années 20. Donc, même s'il y a beaucoup de retenue dans les personnages de cette époque-là, ça reste quand même intéressant. Et puis là, ben, il y a des passages un peu surréalistes et fantomastiques là, qu'il faut embrasser pour se permettre de bien apprécier le roman, là. Mais au final, c'est une proposition assez intéressante. Surtout pour un premier ouvrage, il y a beaucoup de nuances, de détails et tout ça. Pour un public averti, peut-être, c'est peut-être pas un roman que quelqu'un lirait la première fois qu'il lit un roman, mais quand on en a lu quelques-uns. Non, mais pour des lecteurs, ça reste quand même facile à lire. Okay. C'est pas une proposition qui est complètement folle. Jean Barbe l'a aidé à l'écriture de son roman. Donc, on voit qu'il a été bien guidé. Moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, très intéressant. C'est une histoire qui est différente. Les personnages secondaires aussi, j'en ai pas parlé pour pas ajouter des couches à cette histoire-là, mais il y a d'autres personnages, notamment un professeur gay, très intéressant aussi comme personnage. Donc, il y a plein d'histoires. À la fin, on a un grand tableau. On comprend toutes les miettes de tout ça. Mais récit quand même intéressant. C'est son premier roman, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite, parce que justement, on sent
l'importance de la peinture. Lui est peintre, genre de voir de quelle façon ça va évoluer. Là. Mais comme premier roman, moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Mais c'est sur ma Cette liste, Invention alors. d'un visage Ouais. de Mathieu Lacan, ça vient de paraître il y a quelques semaines à peine. Là. C'est chez Leméac. Oui, c'est à lire moi aussi. Là, ça fait partie de ma pile de livres à lire. Je t'encourage. Ah mon Dieu, non, mais tu sais, ça a l'air de rien comme ça, là, mais je dis aux gens que je lis au moins 60 à 70 livres par année. Et là, j'avais des vacances récemment, alors c'est clair que j'en ai lu. Et ça n'inclut pas les bandes dessinées, mais ça, c'est une autre affaire. Ah, Le miracle de Victoria Mass, c'est chez Albin Michel. Oui, un autre livre dont je voulais vous parler plus rapidement là, pour terminer. J'ai un petit peu hésité avant de vous parler de celui-là. La dimension LGBT est un petit peu plus mince, là, je dois l'avouer, là, mais ça peut donner quand même une chance de découvrir une plume intéressante avec un propos intéressant pour ceux qui ne la connaissaient pas déjà. Moment potin, pour les gays à l'écoute, ça va vous plaire. Victoria Mass, c'est la fille de Jeanne Masse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, chanteuse française dans les années 80, Oui. qui a eu énormément de succès, là. Jeanne Masse, dans ses paroles, il y avait beaucoup de thèmes féministes. Des fois, là, avec le rythme et les synthétiseurs, on oubliait de porter attention aux paroles. Là. Mais entre autres, je vous invite à réécouter une chanson comme Sauvez-moi, ma pauvre enfant. On a vraiment envie de te sauver quand on prend attention pour écouter les paroles. Et Victoria Mass, donc la fille de Jeanne Masse, on se rend compte que la pomme n'est pas vraiment tombée loin de l'arbre. Pour ceux qui aiment justement les thématiques féminines, féministes, elle avait publié en 2019 son premier roman qui s'appelait Le Bal des Folles, qui a eu énormément de succès et avec raison celui-là. Le Bal des Folles, ça nous ramenait en France au 19e siècle. C'est basé sur des faits véridiques, c'est dérangeant. C'est l'histoire d'un asile en France où les maris qui étaient tannés de leur épouse pouvaient tout simplement aller les abandonner là-bas en disant qu'elles étaient folles. Et c'était pas plus compliqué que ça. Donc, et on se rend compte que ça fait vraiment pas si longtemps et que c'est vrai. Et là, le bal des folles, c'est une espèce d'événement où l'aristocratie française pouvait aller dans un grand bal, danser avec les folles, parce qu'ils trouvaient ça intéressant sociologiquement d'aller voir un grand bal avec des détenus dans des asiles. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'était un pays évolué, la France. C'est le 19e siècle, donc ça fait vraiment pas si longtemps. C'est fou, c'est dérangeant de voir à quel point, justement, parfois les luttes, puis c'est là que ça nous rejoint, nous aussi, les luttes sont un petit peu, c'est toujours fragile, les gains qu'on fait. Donc, ceux-là qui ne l'avaient pas lu, Le Bal des Folles, à mettre dans votre pile, possiblement. Mais là, voilà, elle arrive avec un deuxième roman, Un miracle. Ça aussi, des événements historiques à la base, mais là, on va s'en aller dans un village en Bretagne où il y a un adolescent, Isaac, qui va avoir des apparitions de la Vierge. Ça, justement, c'est le bout LGBT du livre. Isaac, il est différent, il est tendre, il est intimidé, il est victime de violence à l'école. Il va se faire un ami qui s'appelle Hugo. Lui aussi, on sent qu'il est différent, entre guillemets. On va sentir un peu qu'il y a une connexion entre les deux. On sent que ça aurait pu être une belle histoire. Malheureusement, je vous rappelle que Isaac voit la Vierge. Donc, ça va un peu bouleverser tout le village, toute la région. Puis c'est au-delà du côté mystique, c'est beaucoup des sentiments très humains dans ce roman-là qui vont prendre le dessus. Les deux pères des deux enfants, entre autres, ne savent pas trop comment réagir par rapport à leurs enfants qui sont différents, mais il y a des religieuses jalouses, il y a des villageois euphoriques, il y a un peu des thèmes très spéciaux dans cette histoire-là. On aurait pris plus des deux adolescents quand même, ça aurait été intéressant. Et peut-être que la dimension un peu mystique ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça moins intéressant que Le Bal des Folles, son premier livre, mais ça montre quand même que c'est une plume intéressante qu'on peut continuer de suivre. On a hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer par la suite. La fille de Jeanne Masse, Victoria Masse. Bon, écoute, c'est tout le temps qu'on a, Brian Saint-Louis, à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous reparlerons dans un mois, mon cher. Dans un mois, c'est certain. Merci, bye. Merci.
Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève aujourd'hui pour ce lundi 27 mars. Je vais vous dire qu'on essaie d'avoir une entrevue avec Danny Turcotte pour parler de ce documentaire sur les personnes qui vieillissent dans nos communautés. Pour le moment, il ne l'accorde pas, mais on va essayer à nouveau. Alors, si vous le connaissez, dites-lui qu'on est une bonne émission. Alors, je remercie nos invités aujourd'hui, Mona Greenbaum de la Coalition des familles LGBTQ+, Luc Arsenault, metteur en scène, Samuel, artiste queer, et notre chroniqueur littéraire, elle, comme dans lire Brian Saint-Louis. Merci aussi à toute l'équipe, parce qu'il y a du monde derrière cette émission quand même. France Dauphin qui m'assiste à la recherche, Maurice Bolduc qui fait la mise en onde de cette émission. Merci à Julie Curley qui nous offre gracieusement la musique thème de l'émission, Un zèbre dans le désert. Gerly Ormelet qui s'occupe des réseaux sociaux de Canal M. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, qui est le chef de diffusion de Canal M. Marjorie Théodore, présidente et directrice générale. Philippe Lapointe aussi qui s'occupe de la programmation. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je vous souhaite donc de passer une très, 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 très belle semaine. Et on se reparle plutôt la semaine prochaine dans le cadre de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une émission de radio, mais aussi une balade. Alors, si vous pouvez nous écouter quand vous faites votre jogging, quand vous prenez le métro, n'importe quoi. C'est comme ça qu'on peut apprécier donc cette émission. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.